Dans les deux vidéos précédentes, on a développé une critique de la famille et donc, dans cette vidéo, on va traiter de, comment cette critique doit être construite et comment la lutte, s'il en est une, doit être menée. On se retrouve à parler de, comment la remise en cause de la famille, doit être menée et comment celle-ci doit, prendre en compte les intérêts, en particulier de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et ce qu'elle nous dit là-dedans, c'est qu'en réalité, la remise en cause de la famille, ça doit être dirigé par les enfants. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est si compliqué que ce sujet-là avance, parce que il repose sur les enfants, notamment de pouvoir les mettre au centre du jeu, les mettre, leur faire porter leurs revendications. Et c'est évidemment un âge où, d'une part, on ne te permet pas d'avoir ce genre de revendications, et d'autre part, c'est relativement rare que ça devienne particulièrement... si, en fait, ça vient à tous les enfants. C'est juste que on considère que c'est une partie normale de l'éducation. Et donc, comme on considère que le fait que les enfants se rebellent soit une partie normale de l'éducation, et ben on a intégré cette espèce de biais pour justifier la domination parentale sur les enfants. Et globalement, là, on va retrouver quelque chose qui est un peu évoqué dans le cadre du talent est une fiction de Sam Makaraki, et qui a du vrai quand même tout de même, même si ça inclut une certaine forme de violence, c'est le fait d'être constamment ramené à sa famille. C'est-à-dire que les gens qui vont être délinquants, les gens qui vont être marginaux, marginales, des déceptions pour leur famille, etc., vont être constamment ramenés au fait qu'ils et elles sont un poids pour leur famille. Et à l'inverse, les gens qui réussissent seront vus comme, oui, c'est bien le fils, la fille de leur père, leur mère, etc. Ils ont de quelqu'un de tenir, etc. Et puis en rebondissant donc sur cette idée d'Emily Oster et de comment devenir heureux sans cette approche nécessairement productiviste en réalité. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être heureux, il faut comprendre que l'être humain ne se réalise ni dans le travail ni dans la reproduction. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir des enfants, c'est pas le fait de travailler qui va vous rendre heureux. Et donc il y a cette manière d'être constamment ramené à sa famille, à la fois dans nos échecs et nos réussites, qui permettent pas l'émancipation et de chacun chacune. Et le fait que la famille soit supposément cet endroit où on doit trouver éternellement et toujours du bonheur, et c'est un truc dans lequel on peut pas on peut pas se retrouver. C'est-à-dire que le bonheur humain se réalisera ni par le travail ni par leur production. Et il va falloir autre chose que ces idéaux-là au sein de la famille pour rendre le bonheur aux gens, quoi, entre guillemets. Et en revenant sur cette idée du jeu de cette famille, et à quel point il y a un déterminisme qu'on impose en disant que tout le monde doit se rapporter au métier de son père, etc. Et que ça doit se passer donc toujours dans cette métaphore qui se file depuis tout à l'heure, mais dont je vous ai épargné certains détails. Il y a cette idée de dire que en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est il nous faut toutes et tous découvrir notre véritable nom et lutter ensemble contre ce système qui laisse des données arbitraires figurant sur les actes de naissance déterminer le destin des gens. Cela devrait être le b.a.-ba du socialisme, et non une excentricité marginale de quelques queers d'ultra-gauche, que de chercher à atteindre un régime de cohabitation et de collectivisation de l'alimentation, des loisirs, des soins aux personnes âgées et de l'éducation des enfants, dans lequel personne, pour citer M.E. O'Brien, ne serait plus attaché par les liens forgés et maintenus par la violence, comme les cartes morbides d'un jeu de cette famille. Et on revient donc sur cette idée de, à la fois, pouvoir s'émanciper et s'extirper de sa famille, ce qui, d'une certaine manière, peut se poser la question de la place que notre famille nous laisse pour grandir, pour devenir qui on est, mais aussi la place que notre famille a dans la société et qui nous laisse autant d'opportunités de chance, etc., qui fait que chacune n'est pas à même de pouvoir devenir ce qu'il ou elle a envie d'être. Je suis prête à parier que vous aussi, vous pouvez imaginer quelque chose de mieux que cette loterie qui lâche arbitrairement une nouvelle-née au milieu d'un, deux, trois ou quatre individus d'une classe donnée, et qui la laisse là, sans son consentement, pendant la majeure partie de ses 2 premières décennies de vie, la rendant entièrement tributaire d'eux pour sa survie physique, son existence juridique et son identité économique.
et la forçant à incarner la raison pour laquelle ils sacrifient leur vie au travail. Je suis prête à parier que vous aussi vous pouvez imaginer quelque chose de mieux que la norme qui transforme en prison l'investissement des adultes, et plus particulièrement des femmes, envers les enfants qu'elles aiment. Ensemble, nous pouvons inventer des récits de la nature humaine et des modes d'organisation de la reproduction sociale qui sont plus que des contrats économiques passés avec l'État ou des programmes déguisés de formation au travail. Ensemble, nous pouvons établir des modes de cohabitation intergénérationnelle basés sur le consensus, ainsi que des méthodes de distribution et de réduction à grande échelle de la charge induite par le travail de la vie. Et il y a cette idée de, effectivement, en fait, quand on met ce genre de termes concrets de sociologie, d'économie et de position dans la société, et qu'on y attache cet arbitraire qui est la naissance et dans quelle famille on est, on peut pas décemment trouver ça logique et normal. Et on a besoin de tout ce récit, toute cette romantisation autour de la famille pour pouvoir trouver ça acceptable et intéressant. Et globalement, elle, ce qu'elle nous dit, c'est que, en fait, si on veut vraiment avoir une vision socialiste, et pas socialiste au sens du Parti socialiste, mais au sens de la théorie politique, hein, si on veut une vision socialiste d'un monde idéal, la question, elle est évidemment d'imaginer un bonheur pour toutes et tous. Et ce bonheur, il s'imagine, elle dit, le bonheur de tous s'imagine au futur. Le Guin dit, elle, que le bonheur, c'est la forme d'art collective la plus rare. Et donc, dans ce truc-là, il y a cette idée déjà, l'art collectif, cette espèce de... C'est quelque chose qui dépasse l'utilité, c'est quelque chose qui dépasse l'esthétisme. Quand on parle d'art, on parle de quelque chose d'un peu plus grand que ça. Et effectivement, quand on réfléchit au bonheur, c'est pas un truc qui se construit seul, ou alors, j'imagine, dans des cas très très rares. Mais le bonheur, c'est effectivement quelque chose qui se construit en collectif et qui est relativement rare en réalité, parce que les moments de bonheur, c'est des moments fugaces. C'est pas des moments qui durent, parce que la manière d'être humain fait que on est justement capable d'apprécier ce bonheur que quand il est là sur le moment, et que d'un coup le nouveau normal ça devient ça, et il faudrait encore quelque chose de plus pour que ce soit mieux, etc. Et pour elle, du coup, la manière d'organiser collectivement la société pour atteindre un bonheur et cette forme d'art collectif, elle passe déjà par un mode de vie collectif. Il faut imaginer un fonctionnement queer et libérateur de la société. Donc un fonctionnement qui est hors du cadre de la propriété privée et orienté vers le soin des uns, des unes et des autres. Notamment, c'est là où, à nouveau, on se retrouve si on veut sortir de la propriété privée, on doit sortir de la famille. Le terme queer a été amplement vidé de son sens communiste. Pourtant, ici et là, notamment dans le cœur de l'autrice qui vous parle, il charrie encore son lot d'abolitionnisme, traduisant sa résistance aux institutions reproductives du capitalisme. Le mariage, la propriété privée, le patriarcat, la police, l'école. Curieusement donc, les personnes qui prennent le mieux soin des autres cherchent déjà à défaire le type d'amour possessif qu'Alexandra Kollontai appelle l'amour-propriété, dans leurs relations avec les enfants, avec leurs proches âgés et avec leurs partenaires. Les maternantes les plus camaradesques cherchent déjà à déprivatiser l'attention et le soin. Dans un sens, il est peut-être donc vrai, comme l'affirme Michel Hart, que dans les conditions actuelles, la production d'un bonheur véritable est vouée à l'échec. Ouvrez les guillemets. C'est seulement une fois que l'amour-propriété sera aboli que nous pourrons commencer à inventer un nouvel amour, un amour révolutionnaire, un amour rouge. Mais il semble également incontestable que bon nombre d'entre nous s'emploient déjà à l'abolition. Et donc de là, elle nous explique un peu le plan de la suite de son bouquin et de comment on va s'intéresser effectivement à l'abolitionnisme et quelle place ça prend. Notamment parce que on a donné tous ces arguments pour dire que la famille c'était une institution qui privatisait le soin, et c'est le cœur de son argumentaire, mais il y en a énormément d'autres, que ce soit par la manière de reproduire le système capitaliste, le système patriarcal, la manière d'infliger des violences, parce que la famille c'est aussi un des premiers lieux de violence, etc.
Et donc elle m'a posé la question, d'ailleurs, que signifie l'abolition dans ce contexte? Les abolitionnistes de la famille devraient-ils prendre la peine de préciser qui elles parlent de la famille blanche, bourgeoise ou nucléaire? Et non pas, loin de moi, cette idée de votre réseau de parenté complexe, queer et ou racialement marginalisé, qui galère financièrement? Ou devrions-nous insister sur le fait que, structurellement parlant, il n'existe pas d'autre famille que la famille bourgeoise, nucléaire et blanche? Pour répondre à ces questions, nous allons nous pencher sur les différences qui existent entre, d'une part, les rapports à la famille au sein de la classe dirigeante blanche, et d'autre part, ceux au sein du prolétariat noir, ou colonisé. Dans quelle mesure cela pourrait-il avoir un sens de qualifier la famille noire d'oxymore? Pourquoi certaines personnes rejettent-elles l'idée que l'abolition de la famille pourrait être souhaitable au sein des groupes sociaux non blancs et de classes opprimées? L'appel à abolir la famille est-il compatible avec la préservation des traditions et des techniques communes de survie développées par les populations colonisées ou autrefois asservies? Enfin, dans le chapitre 4, je me demande à quoi pourrait ressembler un mouvement de famille véritable contre la famille. Puis, je plaide en faveur d'un dépassement de cette métaphore. Je propose de laisser carrément tomber la parenté et de faire de la place pour des relations que nous pourrions qualifier de camaraderie, de proximité ou d'autres mots qui n'ont pas encore été inventés. Et donc on finit un peu là-dessus en disant que, alors d'accord, on a critiqué la famille en long, en large et en travers, mais effectivement, si on a vraiment envie de se poser la question, bah il y a plusieurs modèles de famille, que ce soit la famille effectivement blanche, bourgeoise, hétéropatriarcale, etc. Et il y a aussi les familles choisies dans les milieux queer, il y a les familles noires qui ont une sociologie bien particulière, en particulier elles parlent aux États-Unis, il y a les familles des peuples autochtones, dont elles parlent par exemple les Amérindiens à l'époque de la colonisation, dans plein d'autres endroits du monde. Essentiellement, bon, c'est un livre qui est très occidentalo-centré, donc qui parle surtout de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, au Canada, enfin voilà, en Amérique du Nord et en Europe. Mais cette question, elle peut se poser plus loin, quoi. Où est-ce que qu'est-ce qui qualifie, qu'est-ce qui est au cœur du problème de la famille, et en quoi est-ce que c'est quelque chose qui est commun ou non à tout type de famille. Et c'est là, c'est le thème qu'on va aborder dans le prochain chapitre de ce livre. Donc voilà, c'était le premier chapitre qui récapitule un ensemble d'arguments, hein, plus ou moins ordonnés, plus ou moins liés les uns aux autres, mais qui montrent en quoi la famille est un système de reproduction d'inégalité, et un système de violence, et un système oppressif, et pourquoi, selon Sophie Lewis, c'est un système qui doit être aboli. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, machin chose, truc bidule, etc. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a un peu permis de réfléchir pas mal de choses et de repenser mon rapport à effectivement la famille, etc. Et que je trouve particulièrement intéressant. Je vous invite évidemment à l'acheter, le louer, le lire, l'emprunter, peu importe.